Bonjour à tous et merci de nous écouter pour un nouveau numéro de ce podcast que nous avons intitulé cette fois-ci Direction les Flandriennes. On parlera, vous l'avez compris, de cyclisme à quelques jours du début d'un enchaînement qui nous fait rêver chaque année puisque les coureurs du peloton disputeront successivement le 3, Gand-Wevelgem à travers la Flandre, le Tour des Flandres et puis Paris-Roubaix. Pour évoquer les pavés, les monts flandriens et surtout les têtes d'affiche de cette campagne, je suis accompagné de Sébastien Jante et d'Emilien Descampios. Salut les gars! Salut Victor, salut les fans de vélo. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les fans de vélo et hâte que ce soit les Flandriennes. Ah, on a tous hâte. On a tous hâte, cette période de l'année, il faut dire qu'elle est passionnante en vélo et donc je vous propose de débuter sans plus tarder en évoquant dans un premier temps les grands noms au départ de ces classiques. Et puis après, on dira un mot aussi sur les meilleures cartes françaises, ce qu'on peut attendre d'eux. Et on terminera par un petit exercice de tac au tac. Donc je vous poserai une dizaine de questions. Vous pourrez répondre que par oui ou non. Et puis, petite spécificité, vous aurez le droit de développer de manière très brièvement, enfin de développer très brièvement, seulement si vous répondez oui. Ça vous va? Allez, on est parti. Non, Ah là là. Eh ben ça ne va pas, mais on commence quand même. Alors, si on dit un mot sur les favoris, pour commencer, il me semblait impossible de ne pas évoquer le cas Tadej Pogacar. Je rentre dans le vif du sujet directement. Depuis le début de l'année, on l'a vu sans rival sur le Tour des Émirats Arabes Unis et puis sur l'Estrade Bianche. Bon, bah, même si Tom Pidcock s'est longtemps accroché et qu'une chute, on s'en souvient, aurait pu avoir raison de ses chances de victoire. Cette chute, justement, a rebattu les cartes quant à sa participation à Paris-Roubaix. Pourtant, il y a un mois, on le voyait voler sur les pavés de la trouée d'Arenberg lors d'une reconnaissance qui avait été postée sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous comprenez le choix de la raison de ne pas s'aligner au départ de l'Enfer du Nord? Seb, je te laisse la parole. Tout est encore un peu flou autour de cette histoire. Il y a eu des communications, des sources qui disaient oui, des sources qui disaient non. Moi, je pense que il veut gagner le Tour des Flandres parce que sinon il s'alignerait pas. T'as des Pogacar s'aligne sur chaque course pour la gagner. Maintenant, le Tour des Flandres, il a gagné une fois, mais ça reste une course qui est très incertaine, comme Paris-Roubaix d'ailleurs. Si il venait à triompher sur les Tours des Flandres, peut-être que la question de Roubaix se poserait sur l'élan, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'après avoir gagné, que de retenter sa chance sur une autre course, et en particulier sur Paris-Roubaix. Donc, pour moi, ça dépendra beaucoup de la performance sur le Tour des Flandres, ou pas, quoi, on va dire. Alors, à l'instant T, non, effectivement, je pense pas qu'il se soit prévu qu'il y aille. Ouais. Et t'évoques justement le Tour des Flandres. Euh, Moi, j'aimerais quand même souligner le fait que le Tour des Flandres, le Rondé, il est dangereux aussi d'une certaine manière. D'ailleurs, sur le Tour des Flandres, le danger, il vient pas seulement des pavés, puisque on a les routes étroites, les revêtements, le mobilier urbain, qui, dans l'histoire, là, dans l'histoire récente, ont souvent causé des dégâts parmi les favoris, les outsiders. Moi, les noms qui me viennent comme ça, c'est Van Summeren au début des années 2010 ou Seb Van Mark, on se rappelle de sa chute. Euh, donc ça, c'est quelque chose où je me dis, éviter d'aller sur Paris-Roubaix pour ne pas compromettre la suite de la saison en cas de chute, je l'entends. Mais le Tour des Flandres, c'est dangereux aussi. Emilien, ton avis là-dessus, qu'est-ce que c'est? pas oublier aussi les terre-pleins polonais qu'il peut avoir aussi sur le Tour des Flandres, qui peut faire des grosses chutes aussi, surtout du côté de la Bahreïn. Et ben, le truc, c'est que moi, je voudrais pas que Pogacar aille sur Paris-Roubaix encore dans les 2-3 prochaines années, en fait. Je le trouve encore un peu trop maigre pour ça. Ouais, il doit encore installer sa légende, il doit gagner une Vuelta encore et encore un Tour de France parce que l'année dernière il boit Vingegaard, mais on connaît le scénario de la santé de Vingegaard. Donc pour l'instant, moi je pense vraiment qu'il doit se concentrer sur le Tour des Flandres. C'est une course peut-être hasardeuse, mais à chaque fois il est bien placé. Si il fait pas un peu le foufou comme lors des derniers Strade Bianche où il se fait une chute un peu conne, il peut passer entre les chutes. Surtout, il a tendance à bien se placer. Il a une équipe expérimentée. Puis il a un peu ce talent aussi, un peu comme Sagan dans le passé, à savoir se faire sa place sans se mettre réellement en danger, contrairement à certains autres favoris. Pour pas citer de nom, Jasper Philipsen, comme aujourd'hui. Voilà.
A priori, on se dirige vers un duel qui va être de toute beauté sur le Tour des Flandres parce que donc il sera au départ, si tout va bien et si on se focalise un petit peu sur cette classique, étant donné qu'il sera pas sur Paris-Roubaix, j'ai le sentiment, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un coureur aussi dominateur que Pogacar, bien sûr, mais d'un côté, sur les Flandriennes, on n'a pas eu aussi un coureur aussi dominateur que Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel, si on parle un petit peu de lui, il totalise déjà 3 Ronde 2 et 2 Paris-Roubaix. Et puis il est passé proche l'année dernière, on s'en rappelle, de faire le quadruplé avec Gand-Wevelgem et le 3. Et si on devait rajouter un troisième Lascar dans l'équation, on a vu Mats Pedersen très à son avantage sur Paris-Nice, notamment lorsque la route s'élevait. Et puis on l'a vu capable de rivaliser, voire même de battre Van Der Poel. On se rappelle de Gand-Wevelgem l'an dernier. Est-ce que finalement vous pensez que il s'agira du véritable duel de cette campagne, donc Pedersen, Pedersen, Van Der Poel, si on va un petit peu plus loin que ce Tour des Flandres, parce que sur le Tour des Flandres, ce sera pas un duel, mais un affrontement à trois a priori. Voilà. Est-ce que Pedersen, pour vous, c'est le vrai rival cette année de Van Der Poel? C'est un peu difficile parce que on a vu Pedersen ultra actif, notamment sur Paris-Nice là récemment, en faire beaucoup. C'est d'ailleurs surprenant de le voir des fois courir un petit peu comme un chien fou sur certains moments. Alors, j'imagine qu'il voulait accumuler les efforts dans le but justement d'être performant en Flandrienne, mais ça reste un rival. J'irai pas jusqu'à dire le seul rival. L'an dernier, Gand-Wevelgem, c'était une belle course. Qu'il avait gagné au sprint devant Van Der Poel. Maintenant, on a vu certaines limites, notamment sur Paris-Roubaix l'année dernière. Donc, j'attends surtout de savoir comment il sera entouré exactement, parce que il a tendance à faire beaucoup d'efforts tôt dans les courses, notamment. Ça avait été le cas sur Paris-Roubaix l'an dernier. Et c'est quelque chose qui ne pourra pas se permettre, parce qu'on a vu que quand il est bien emmené, notamment sur le Tour des Flandres 2003, il n'a pas fait tomber Van Der Poel, il n'a pas fait tomber Pogacar, mais il a été sur le podium et il avait fait une très grande course, tout simplement. S'il est bien canalisé, entre guillemets, ouais, ça va être très très dangereux. Emilien? Je le vois toujours un petit cran en dessous quand même que Mathieu Van Der Poel et Pogacar pour le Ronde. Parce que l'année dernière, il avait été aussi très costaud hein, sur le Tour de la Provence, l'étoile de Bessèges, où il avait été très solide. Alors, il a peut-être passé un petit cap encore, mais il y a encore une grosse marge entre Pedersen qui est en dessous. Je mettrai le Van Aert aussi, qu'on va se parler un peu plus tard. Vu son état de forme, je le placerai à un niveau de Pedersen, voire en dessous. Mais au-dessus, il y a vraiment Pogacar et Mathieu Van Der Poel, parce que ces deux-là sont, on va le voir de toute façon sur la Primavera, ils sont tellement dominants par rapport à la concurrence, sans oublier l'avantage psychologique qu'a Pogacar sur les autres, à part Van Der Poel qui n'a pas l'air d'avoir ce petit souci psychologique. Moi, je les vois encore au-dessus du lot. Après, Pedersen, j'espère revoir le Tom Skujins ou Tom Skynes qu'on avait l'année dernière. Il avait été très, très solide pour l'aider parce que, et puis, il a très bien dit, mon collègue, il faut que Pedersen arrête de courir un peu comme un chien fou. Il faut qu'il se canalise et peut-être qu'il anticipe s'il voit un gars comme Kung sortir, parce qu'il sait qu'il va être un peu moins fort en explosivité qu'un Pogacar qui va attaquer sûrement dans le vieux Quaremont et face à un Van Der Poel. Et il faut qu'il soit sage, parce que l'année dernière, des gens, on pensait qu'il avait eu sa chute sur à travers la Flandre. Il fait un peu n'importe quoi, il explose assez tôt. L'année d'avant, il anticipe justement avec un coureur comme Kung, il fait une bonne place. Et de toute façon, c'est le seul moyen qu'il a pour pouvoir les concurrencer, c'est qu'il doit anticiper, mais pas trop tôt et pas trop tard, parce que si c'est trop tard, c'est foutu, les deux gros costauds vont partir. Après, on ne sait jamais, malheureusement, avec les scénarios de chute, on peut avoir un Pedersen vainqueur d'un ronde, et pourquoi pas un Paris-Roubaix, parce que là, il est dans le morphotype, mais là, il va pas affronter deux gaillards sur Paris-Roubaix. Ça va être une équipe complètement, parce que Alpecin de Koenig l'année dernière, avec Gianni Vermeersch et Jasper Philipsen, c'était impressionnant. Et j'ai peur que ce soit encore le même numéro cette année, sauf lutte ou crevaison de nombreux équipiers. Là, Pedersen va falloir peut-être un Jonathan Milan avec lui pour pouvoir l'aider sur ce type de course.
parce que Alpecin de Koenig l'année dernière, même en faisant un peu n'importe quoi des fois avec Gianni Vermeersch, ils sont capables de rectifier le coup parce qu'ils ont un leader au-dessus du lot. Ils ont un numéro 2 qui est presque au-dessus du lot, on va dire, qui suit. Et avec sa pointe de vitesse, Philipsen, il les aligne sur le vélodrome. Et derrière, tu as Gianni Vermeersch qui fait un super boulot d'équipier. Et c'est là où il faut vraiment Pedersen. Il faut voir aussi avec Jasper Stuyven, il avait chuté, je ne sais plus sur quelle course dernièrement, s'il va être présent déjà sur la Primavera, et le voir sur les courses flandriennes, parce que c'est un équipier d'expérience qui pourrait aider Pedersen sur le ronde, sur les autres classiques flandriennes et sur Paris-Roubaix. Bon, si je résume, à vous entendre, à la régulière, ce sera pas possible. Il y a pas mal de variables qui rentrent dans l'équation. Il faudrait déjà des faits de course, il faudrait un coup qui sorte à plusieurs, une gestion de course intelligente, une équipe au top, des équipiers au top, et puis ça commence à faire pas mal. Et puis être dans un bon jour, bien sûr. Emilien, t'as mentionné Van Aert. On se rappelle bien sûr de sa chute l'an dernier sur À travers la Flandre, qui nous avait privé d'un beau duel avec Van der Poel. Cette fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on estime, enfin, on le sent peut-être un peu en deçà par rapport à son prime des années précédentes. On peut se poser la question d'un début de déclin ou alors d'un pic de forme retardé. Est-ce que vous le voyez capable à ce moment-là de rivaliser avec Van der Poel, Seb? Mentalement, Van Aert a beaucoup chargé ces dernières années, beaucoup de chutes, beaucoup de déceptions, notamment la déception de Roubaix quand il avait crevé au moment où il était en tête avec Mathieu Van Der Poel. Je pense que il a choisi, je pense, de faire profil bas et de pas fanfaronner comme il a fait l'autre année où il avait déclaré qu'il voulait absolument gagner un monument flandrien, que c'était son but, etc. Et pour s'en retrouver que plus déçu à la fin quand les choses n'avaient pas tourné en sa faveur. De toute façon, en toute logique, que ce soit sur le Ronde ou sur Paris-Roubaix, ce ne sera pas à la Visma d'assumer le poids de la course. Je pense que Van Aert a l'air moins fort d'une certaine façon que Van der Poel, c'est une évidence. Maintenant, il la joue, il avance un petit peu masqué parce qu'on ne sait pas vraiment aussi qu'est-ce qu'il va avoir comme équipe et notamment la présence de Christophe Laporte qui est toujours un petit peu incertaine puisqu'on l'a toujours pas vu en 2025 pour l'accompagner. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour lui à faire de grandes déclarations et on l'a vu un petit peu à droite à gauche, mais pas sur des trucs trop durs depuis le début de saison. Donc, on attend. Je pense qu'il va arriver avec peut-être un effet de surprise sur sa forme réelle pour essayer de créer, de faire un coup et de créer quelque chose pour renverser Van der Poel parce que, comme dit Emilien, certainement qu'à la Loyale, il est un cran en dessous de Van der Poel et Pogacar de par le fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus dans l'équipe de la Visma. Tu parlais de Christophe Laporte, bien sûr, on va en reparler tout à l'heure. Mais ça donne un côté un petit peu mystérieux à cette campagne de classique. On les a vus tellement dominateurs ces derniers temps, ces dernières années, que là, on se réjouit à l'avance de voir ce que ça va donner. Emilien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Van Aert? Oh, ça c'est bien résumé. Je pense qu'il y a peut-être aussi ce qui m'inquiète avec Van Aert, c'est l'accumulation de ses blessures en fait au fur et à mesure de sa carrière, parce qu'on a tendance à oublier, mais le corps, à un moment, il y a un petit contre-coup parce que la blessure qu'il a au genou, avec les marques qu'il a laissées à son genou sur la dernière Vuelta, c'est assez impressionnant. Bon, là, j'avais parlé tout à l'heure de l'effet psychologique. J'ai peur que Van Aert aussi ait un petit effet psychologique par rapport à Van der Poel qui le domine bon, sur le cyclocross, mais on l'a vu aussi le battre sur la route. Donc, j'espère qu'il avance caché, mais j'ai un peu peur en ce moment pour du côté de la Visma Lease the Bike parce que, à part Jorgensen et un petit peu le Tulette aujourd'hui, ils m'ont pas trop impressionné. On a Olaf Koy qui est tombé malade, on a Vingegaard qui a un problème au poignet et qui sera pas autour de Catalogne, Von Aert qui est pas ouf, on les a pas trop vus non plus sur N-Newsblad et sur Kurn. Heureusement que, parce que sur Kurn, Van Aert, il sort, c'est Roger Adriat qui est dans sa roue, quoi. Normalement, on attend un autre coureur dans la roue de Van Aert que Roger Adriat. Et heureusement, bon, Kolavko, il fait une place d'honneur, mais une équipe comme Visma Lease Bike ne vise pas les places d'honneur sur les classiques flandriennes.
J'espère vraiment qu'il avance caché, hein, parce que pour l'instant, je suis quand même un peu inquiet de l'ensemble de l'équipe. Puis, il y a un autre coureur qu'on a tendance à oublier. Je vais voir s'il progresse par rapport à son niveau, par rapport aux années à venir. C'est Matteo Jorgensen, qui est pour l'instant. Alors, on avait parlé des crans. Il est encore un cran en dessus de Pedersen, voire de Van Aert. Et voir s'il va pas progresser et rentrer, pourquoi pas, déjà dans un top 10 du ronde. Parce que ben, il va devoir jouer le lieutenant si Van Aert est en bonne condition. Parce que Laporte, ben, c'est inquiétant. Traknik est parti. Tish Benoît, ben, c'est plus le Tish Benoît des grandes saisons pour l'instant. Donc, côté Visma, moi, je suis plutôt inquiet pour l'instant de leur début de saison. Donc, j'espère ils me feront mentir sur les Flandriennes et surtout sur Roubaix. Pour moi, le monument avec Milan-San Remo qui colle le mieux au physique de Van Aert, qui est un coureur assez puissant et il est explosif, mais moins qu'un Van Der Poel et largement moins qu'un Pogacar. Donc, moi, je m'attends surtout à voir Van Aert sur Paris-Roubaix et avec une équipe costaud, en espérant avec les Laporte et consorts pour pouvoir mener la vie dure à l'équipe Alpecin de Koenig. Ouais, c'est vrai que le début de saison, là, il est assez inquiétant, hein. L'impression laissée sur le Het Nieuwsblad, elle est pas folichonne. Je crois qu'il fait 11e de mémoire. Il est même pas dans l'emballage. Il mène même pas le sprint. Donc ça laisse songeur. On verra si sa forme a augmenté depuis. Mais je te rejoins dans l'ensemble. Euh, Si vous deviez citer 2 autres noms à surveiller, vers qui vous iriez? Tu as parlé de Jorgensen. Tu avais parlé de Skuins tout à l'heure. Est-ce que comme ça, à la volée, tu as 2 autres noms qui te viennent? Alors, il faudrait que je regarde un peu sur les listes de départ. Mais ben, après, je voudrais voir comment va confirmer le petit Italien de chez Arkea, qui a réussi un podium l'an dernier. Michael Matthews, qui avait été disqualifié pour un sprint irrégulier, qui était sur le podium du Ronde l'an dernier. Voilà, c'est Mozzato qui était donc sur le podium, la surprise, voir comment il va gérer la surprise. Le Groupama, ben, on attend beaucoup de Stéphane Kung. Alors Madouas, tout le monde peut parler de Madouas, mais son problème, c'est le placement. Donc il faudrait que la course parte pas trop tôt pour qu'il puisse avaler les morts sans trop s'user pour pouvoir revenir sur un groupe de favoris, voire un peloton de favoris. Alors, j'ai essayé de voir dans les différentes formations. J'ai fait Groupama Décathlon, Oliver Nassen. Super, il faut continuer à rêver. Du côté, on a fait Lidl Trek. Les Movistar, ben, il n'y a personne dans cette équipe. Ineos, ben, Philippe Pogana, il devrait aller sur Roubaix. Donc, lui, coureur intéressant, mais pour Paris-Roubaix, il a le physique. Quand on le voit sur Tirreno, comme il a tiré dans l'école, je me dis un jour qu'il va oublier la piste, je le verrai bien aussi sur le Tour des Flandres. Parce qu'il est sacrément costaud avec des jeunes comme Magnus Sheffield, Ben Turner, ça serait intéressant à voir chez Ineos dans les années à venir sur le Ronde. Il y a qui encore dans les formations voilà. Après, là, il faudrait vraiment faire un tour. Je ne sais pas si Kiatowski va jouer l'équipier parce qu'il a beaucoup d'expérience sur les Flandriennes pour aider Ineos. Mais pareil, Ineos, pour moi, Ineos, c'est Philippe Ogana dans les années à venir. Il doit se présenter sur le Ronde, quoi. Après, on peut penser à Wellens, mais Wellens, il va jouer l'équipier pour Pogacar. Chez Bahreïn, attends, chez Bahreïn, il y a le Britannique, Fred Wright. Pareil, c'est un candidat au top 10. Donc voilà, quoi. C'est compliqué de trouver 2 autres noms pour l'instant. Il faudrait vraiment que je regarde la liste de départ et je te redirai ça dans 5 minutes. J'attends Stephen King sur le podium d'un monument cette année, je le dis. Ouais, on espère que c'est la bonne année parce que je crois qu'on l'attend depuis tellement longtemps et ce serait vraiment une belle récompense. Et puis un beau cadeau pour la Groupama parce que c'est vrai que les Français et les équipes françaises, c'est pas leur meilleur terrain, les Flandriennes. On a rêvé l'année dernière avec Mozzato, t'en as parlé, Emilien. Si ça pouvait se reproduire avec Kung, ce serait génial. Je vous propose qu'on parle justement un petit peu des Français. La transition est bien trouvée. Alors on parlera évidemment de Christophe Laporte, hein. Mais je voulais évoquer rapidement le cas de Paul Magnier parce que c'est un peu la sensation du début de saison et je trouve ça bien qu'on en parle un petit peu pour commencer puisqu'il ne sera pas aligné sur toutes les courses. On se souvient de sa très prometteuse mais tellement frustrante 2e place sur le Nieuwsblad et qui a été dans la continuité d'un début de saison canon. Mais sur Tirreno, là récemment,
Il a fait, je crois, 4e sur la 4e étape, il me semble, mais on l'a jamais vu en position de jouer la gagne. On a craint également pour la suite de son début de saison parce qu'il avait chuté à plusieurs reprises sur la dernière étape. Maintenant, de ce que j'ai lu à droite à gauche, c'est plus de peur que de mal et on devrait le retrouver au départ de Gand-Wevelgem et d'à travers la Flandre. C'est les seules courses pavées qui sont au programme pour lui. Est-ce que vous le placeriez légitimement comme un favori ou alors comme un gros outsider sur Gand-Wevelgem? Paul Magnier est forfait pour Milan-San Remo. Apparemment, c'est plus précautionneux qu'autre chose, mais quand même, un forfait, ça n'arrive pas par hasard. Surtout quand une course comme Milan-San Remo est inscrite dans ton programme de début de saison. Pour ce qui est de Gand-Wevelgem, oui, Paul Magnier à 100%, ça peut jouer un top 10 sans problème. Et si l'arrivée est groupée, là, il a toutes ses chances de performer. Maintenant, voilà, ça va beaucoup dépendre, je pense, de la récupération après sa double chute sur la dernière étape de Tirreno Adriatico. Ça n'avait pas l'air dramatique, mais ça reste une chute. Donc, on a vu des campagnes de Flandriennes handicapées pour moins que ça. Voilà. Maintenant, Magnier a fait beaucoup de promesses cette saison, gagné quelques courses, notamment sur Bessèges, sur des profils un petit peu différents, avec des arrivées un peu bombées et tout ça. Donc, il est largement capable de s'illustrer sur que ce soit Gand-Wevelgem et à travers la Flandre, oui, effectivement. Alors tu fais bien de souligner cette incertitude avec le forfait sur San Remo, mais tu as parlé de Gand-Wevelgem et tu viens de citer à travers la Flandre. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que justement, avec le plateau qui est souvent très important sur Gand-Wevelgem, notamment des sprinters qui viennent mais qui vont pas aller sur le Tour des Flandres ou sur Paris-Roubaix, est-ce que sa meilleure chance de briller, ce serait pas justement à travers la Flandre, Emilien? Alors, à travers la Flandre, oui, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la moins coriace des Flandriennes en termes de difficulté. Après, clairement, pour l'instant, il a un profil pour le Het Nieuwsblad, pour Kuurne. Quand un jour, ils pourront le mettre en leader. En fait, c'est les Flandriennes pour sprinter pour le moment. Après, moi, je trouve dommage qu'il n'a pas sur Milan-San Remo. Après, il faut voir son état de santé. Parce qu'on a besoin quand même de balancer, même malgré que tout le monde va dire ouais, il est très jeune. Mais à un moment, faire une course de 300 km, il faut qu'il voit les capis, même s'il termine 70e. Et clairement, moi, je pense qu'il peut faire quelque chose sur Kuurne. On l'a montré sur le Het Nieuwsblad, une bonne équipe Soudal autour de lui. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'ils vont pas mettre Tim Merlier, parce qu'ils sont capables de le mettre en leader sur ce type de course. Mais clairement, il peut avoir un profil intéressant sur ça, quoi, parce que il passe les bosses, il est véloce et il a montré sur le Het Nieuwsblad qu'il était capable de rester au chaud parmi les prétendants à la victoire d'une Flandrienne pour sprinter. Et voilà, bon, clairement, Paul Magnier est peut-être à l'avenir le coureur peut-être le plus intéressant sur ce type de course qu'est les Flandriennes. Pour le plan français, en tout cas. Merci. Alors sur Kuurne, je crois que Kuurne c'est passé, mais on a compris Oui, ton Kuurne propos. pour les années à venir. Ah oui, d'accord. Merci. Si on dit un mot de Christophe Laporte, évidemment, sur le papier, c'est notre plus belle carte. Mais tu l'as dit tout à l'heure, Seb, on ne sait pas exactement où le situer parce qu'on l'a pas revu en compétition depuis sa victoire sur Paris-Tours, c'était en octobre. Malade, il avait déclaré forfait il y a quelques semaines pour le Nieuwsblad et puis pour Kuurne justement. Est-ce que c'est inquiétant pour vous, Seb? Oui, parce que ce qui est inquiétant, c'est surtout le fait que ce soit nébuleux. Son forfait a été annoncé donc, pour le week-end d'ouverture des classiques, Kuurne et le Het Nieuwsblad. Donc, préparation retardée pour des problèmes de maladie, etc. Mais ça reste un petit peu opaque. On n'a pas vraiment de communication réelle pour dire il va revenir à telle date. Il est prévu sur les Flandriennes, ce qui est logique, puisque c'est un parfait lieutenant pour Wout van Aert, avec la possibilité d'être un leader de rechange si les choses vont mal pour le leader en question. Donc c'est parfait. Maintenant, ça commence à devenir un peu inquiétant parce que son forfait donc avait été annoncé il y a le 21 février pour le week-end d'ouverture. Et là, on est un mois plus tard.
et on n'a toujours pas de nouvelles, on sait toujours pas, il a toujours pas remis les pieds sur un vélo en compétition, donc ça veut dire que ça hypothèque quasiment déjà ses chances de performer à titre individuel sur une classique flandrienne, quelle qu'elle soit. Donc s'il revient, ce sera pour un rôle d'équipier pur a priori, parce que dans ce cas-là, avec la forme de Jorgensen, certainement que ce sera lui le numéro 1 bis si jamais il venait à arriver à quelque chose avant Nart. Est-ce qu'au contraire, si finalement on laisse nos spéculations de côté, est-ce qu'on peut pas se dire que ça lui apportera un peu de fraîcheur en plus, Emilien? Il a tout à fait raison, parce que moi, c'est que ce côté un peu brumeux, un brouillard total sur ce qui se passe avec Christophe Laporte. L'année dernière, c'était un petit peu pareil, alors qu'il avait bien commencé la saison. Là, par exemple, on dirait, bon, voilà, il a un virus, on va le laisser 2 semaines au repos, mais là, il est dans le vague total. Et moi, j'ai l'impression que c'est un coureur quand même qui a besoin quand même de courir quand même un peu avant. C'est pas Mathieu Van Der Poel qui peut débarquer le premier jour de course pour gagner. Il a besoin de courir, prendre confiance. Il avait repris confiance sur sa victoire sur Paris-Tours. Donc moi, je suis un peu quand même un peu inquiet du côté, un peu de toute l'équipe Visma Use the Bike et donc de Christophe Laporte. Je suis un peu inquiet de ce qui se passe là. C'est une maladie, oui, mais quoi? Parce que comme la compétition de haut niveau, il tourne, il faut qu'il court, il faut qu'il reprenne ses repères avec ses équipiers, parce que le Tour des Flandres, c'est aussi beaucoup de repères avec une équipe. Parce que après, moi, je pense que Christophe Laporte, dans les années à venir, va perdre sa place de lieutenant vis-à-vis d'un Jorgensen qui pourrait vraiment être bon sur les Flandriennes sans être dire costaud, il ne faut pas non plus exagérer. Moi, Christophe Laporte, c'est un coureur sur le Tour des Flandres qui finit entre 5 et 10, quoi. Et voire avec un scénario avantageux quatrième, mais il doit jouer les équipiers pour Van Aert. Si Van Aert n'est pas au top, il fera le mieux qu'il peut, quoi. Et son état de santé, pour moi, m'inquiète parce qu'on ne sait pas trop où on va avec lui, quoi. Évoque ses résultats sur le Tour des Flandres, on peut le noter d'ailleurs, c'est assez particulier parce que on se rêve souvent à le voir comme successeur de Frédéric Guédon sur le Vélodrome de Roubaix, mais en fait il a souvent manqué de chance sur Paris-Roubaix, et puis c'est sur le Ronde 2 qu'on l'a vu faire ses plus belles performances. Je crois qu'il a fait une 9e place, donc c'est assez paradoxal finalement. Mais bon, à vous écouter, vous n'êtes pas très optimiste pour cette campagne 2025 en tout cas. Peut-être l'année prochaine, peut-être qu'on sera agréablement surpris. En vrai, à vous écouter, on peut n'avoir qu'une bonne surprise. S'il est en deçà, admettons déjà qu'il soit présent, s'il est en deçà, on ne sera pas surpris. Mais donc on peut être que agréablement surpris. Un mot rapide sur Julien Alaphilippe. Je sais qu'on en a parlé entre nous. Il nous avait impressionné lors de sa première participation sur le Tour des Flandres en 2020. Et on se rappelle, il avait chuté lourdement dans le final alors qu'il était en tête. Et depuis, c'est assez paradoxal parce qu'on ne l'a pas revu aux avant-postes dans cette course. Là, par rapport à 2020 et aux années qui ont suivi, les choses elles ont un peu changé puisqu'il, même s'il a pris de l'âge, il va disputer ses premières Flandriennes dans sa nouvelle équipe, la Tudor. Qu'est-ce que ça peut changer pour lui, Seb, le fait d'aborder une course dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle formation? Déjà, on parle de coureur malchanceux. Alors, c'est sûr que la transition avec Alaphilippe est toute trouvée parce que c'est quand même un coureur relativement malchanceux sur la route. Maintenant, je me demande un petit peu, surtout, qui c'est qu'il va y avoir avec lui sur ces courses-là, on va dire. Parce que, et logiquement, quand on regarde l'effectif de la Tudor, il sera le leader logique pour ça. On sait que c'est quelqu'un qui a toujours voulu performer sur le Tour des Flandres. Ça a toujours été un objectif pour lui, comme il l'a déclaré 20 ou 30 fois. Maintenant, comme disait Emilien tout à l'heure, le Tour des Flandres, c'est beaucoup une histoire de placement, d'automatisme. Pour une première sur le Tour des Flandres avec sa nouvelle équipe, ça va être compliqué de bien figurer, quoi. On va dire. Je pense que Alaphilippe, avec l'expérience qu'il a et les connaissances qu'il a de cette course, vise un top 10, voire mieux éventuellement si les circonstances de course tournent en sa faveur, parce qu'il faut aussi des circonstances de course favorables, beaucoup. Donc, je pense qu'un top 10 sera déjà un beau résultat pour lui sur les Flandres, sur le Ronde. Mais j'attends surtout de savoir qui est-ce qu'ils vont envoyer pour
pour l'emmener un petit peu. S'il pouvait envoyer un petit Matteo Trentin pour lui servir de guide, ça serait quand même pas mal. Ouais, Trentin, c'est vraiment la belle carte à côté de lui. Et puis, un top 10, t'as raison, on sera content. Je pense qu'il a plus rien à prouver à personne. Et puis, tu parlais de Julien comme un coureur malchanceux. Bon, on est dans la série parce que j'aimerais vous parler un peu d'Arnaud Démare. Parce que, sauf erreur de ma part, on l'a plus revu sur le Tour des Flandres ou sur Paris-Roubaix depuis 2021. Et on se rappelle, on parlait de Christophe Laporte tout à l'heure, mais on se rappelle que Arnaud Démare, il a manqué la dernière édition de Paris-Roubaix parce qu'il était à court de forme, justement. Euh, Là aussi, on parle de courses sur lesquelles on lui conférait souvent un gros potentiel. Sur Paris-Roubaix, surtout, parce que sur le Tour des Flandres, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais il a très souvent été en dedans, victime de pépins mécaniques, par exemple, ou de malchance. Et comme Julien, il a changé d'équipe, puisque ça fait 1 an et demi maintenant qu'il est chez Arkea. Et c'est donc un peu l'inconnu, et je vous demande si vous comptez davantage sur lui, plutôt sur Gand-Wevelgem que sur Paris-Roubaix. Emilien. Alors, Arnaud Démare, je pense il y a pas mal de choses il doit remettre en ordre. Déjà, retrouver le moral, parce qu'il a eu quelques pépins familiaux l'an dernier. Et il va falloir qu'il conclue, qu'il gagne un sprint. Parce qu'on connaît, c'est un sprinter à la base et ça marche comme ça. Il faut la win pour vraiment le lancer. Il a une jolie petite équipe. Malheureusement, Florian Sénéchal, en parlant de Poisse, en voilà un autre, qui était un coureur qui, à l'avenir, dans le passé, il n'y a même pas, il y a quoi, 4-5 ans qu'on parlait de lui. Verra, ça peut être un coureur, quand il va être indépendant, dans les courses flandriennes, voire Roubaix, il pourrait être intéressant. Malheureusement, comme beaucoup de coureurs, il a la guigne qui le poursuit. Et Arnaud Démare, ouais, pour faire une placette, pourquoi pas. Il faudra voir avec le rythme de course dans Kemmelberg. Roubaix, pareil, ça serait vraiment en top 10. C'est venu tellement dur en fait maintenant avec il y a des équipes tellement fortes que j'ai du mal à voir Démare à la fois sur Gand-Wevelgem, sur des types de courses. Moi, je veux vraiment déjà qu'il retrouve la plénitude de ses capacités dans les sprints. Les Flandriennes, on parle de Roubaix bien sûr en particulier, parce que c'est vrai que physiquement, c'est un sprinter, mais un sprinter long, donc il colle bien au secteur pavé, il a cette culture. Surtout que la Française des Jeux a cette culture de Paris-Roubaix. Et, il est plus dans cette équipe, mais je parle de son cursus avant d'arriver dans l'équipe bretonne. Démarre, je ne pense même pas à lui pour Roubaix, je pense à lui sur les sprints et qui retrouve le moral et peut-être le voir sur le Tour de France et pour retrouver ce qu'il sait faire, c'est sprinter. Voilà, pour moi, Arnaud Démare, c'est vraiment ça, quoi. Si on faut parler d'autres Français pour les Flandriennes, je penserais peut-être par exemple à un Mathis Louvel qui est plus cher Arkea, qui est chez Israël Premier Tech, mais je pense pas à Arnaud Démare pour les Flandriennes. Mathis Louvel, je voulais vous en parler dans le tac au tac, justement, donc tu anticipes un petit peu. Un pari également, moi je pensais aussi à Thomas Gachignard, il a fait un début de saison très offensif, meilleur grimpeur sur Paris-Nice, et puis il a fait une très belle, une très prometteuse plutôt campagne de Flandrienne l'an dernier. Puis sinon, on peut citer rapidement Anthony Turgis, je sais plus exactement où est-ce qu'il en est. Mais peut-être que la meilleure carte, ce serait Madouas. Seb. Oui, Madouas, c'est pareil. Madouas est terminé sur le podium du Ronde. Donc forcément, on s'attend à ce qu'il réussisse à ce genre de performance, quoi. Maintenant, semble quand même avoir un petit peu baissé de pied dernièrement. La saison dernière a été magnifiée par sa médaille olympique. Il a été là le jour J, donc ça veut dire qu'il est capable d'être là le jour J, parce qu'en dehors de sa médaille olympique, il n'y a pas eu grand-chose, clairement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il se préserve sur les Flandres, justement, parce que c'est une course qui lui correspond quand même assez bien. Le problème, c'est que il y a Stephen Kung, qui a quand même montré largement qu'il avait le niveau pour ce genre de course. Est-ce qu'ils vont se partager les lauriers et se dire Madouas sera leader sur les Flandres et Kung sur Roubaix, ce qui aura un sens d'une certaine façon. Donc, moi, je pense peut-être que ça se passera comme ça, mais Madouas va devoir prouver, il a été capable d'être là
le jour J à l'heure H, c'est le moment d'y aller, parce qu'on avait beaucoup d'espoir, bien sûr, suite à ce podium sur le Ronde et la saison magnifique qu'il avait fait avec son Tour de France extraordinaire. Donc il faut qu'il ressorte un petit peu la tête de l'eau, et que la FDJ justement en profite aussi pour ressortir elle-même la tête de l'eau sur ce genre de course. Après, tu me diras, son podium sur les Flandres, c'est vrai qu'on l'avait pas spécialement vu venir plus que ça. On savait que c'était un bon rouleur sur ce type d'épreuve, donc pourquoi pas. Bon, en tout cas, je vous remercie, messieurs. Je pense qu'on a déjà une belle visibilité des différentes cartouches françaises. Et on va peut-être en reparler un petit peu, car je vous propose donc de finir ce podcast sur ce petit jeu de tac au tac dont je vous ai parlé. Je vous rappelle le principe, je vous pose une dizaine de questions, je crois que j'en ai prévu 11, il me semble, auxquelles vous pouvez répondre seulement par oui ou par non. Vous gagnez le droit de développer très brièvement, uniquement en cas de oui. Donc, alors, ma première question, est-ce que pour vous, la Quick-Step gagnera l'une des 5 courses? Non, pas pour moi. Non. J'avance, du coup. Paul Magnier peut-il gagner Gand-Wevelgem? Oui, à condition qu'il soit parfaitement remis de sa chute, il peut gagner Wevelgem. Alors oui, mais pas tout de suite. Bon bah merci, vous avez déjà développé, donc pas tout de suite, et pour Seb à condition de s'être remis, et c'est vrai que c'est un peu l'incertitude, on en a parlé, on va suivre ça de près, et puis sur Déco du Sport, on tâchera de vous tenir au courant s'il y a des nouvelles qui sortent dans la presse. Van der Poel fera-t-il le quadruplé après être passé proche l'an dernier? Non. Non, je vois pas Milan gagner sur Milan. Je vois pas gagner par exemple une course qu'en Wevelgem. Ça va être chaud avec Pogacar sur le Ronde, mais je le vois peut-être encore gagner Roubaix, et au pire peut-être encore le Ronde si Pogacar n'est pas au top. Donc 2. Et après si tu cites les autres courses, tu pars de l'E3, ouais, il pourrait gagner l'E3. Par exemple, ouais, pourquoi pas Van der Poel gagner l'E3, Roubaix, deuxième du Tour des Flandres. Et assez loin sur Grand Wevelgem, ils vont jouer la carte Philipsen s'il est là. Mes règles du jeu auront tenu 3 questions. Euh, Wout van Aert est-il la meilleure carte de son équipe? Oui, parce que c'est celui qui a le plus de vécu sur ces courses-là. Clairement, la Visma, je dis toujours la Jumbo, la Visma est capable de sortir des gens du chapeau, comme elle l'a fait avec Tratnik, par exemple, sur le Het Nieuwsblad l'an dernier. Malgré tout, Van Aert sera le leader naturel, quoi qu'il arrive, pour toute course à laquelle il sera au départ. Oui, Van Aert, au top de sa forme, sur un monument, c'est le meilleur coureur de la Visma Lease Bike. Pour en revenir à Van der Poel, j'ai un peu une idée de votre réponse, donc ça devrait aller vite. Est-ce qu'il peut faire, selon vous, un cadeau à un coéquipier comme on a vu Van Aert le faire pour Christophe Laporte? Non. Non. Qui serait le numéro 2 derrière capable d'avoir ce cadeau? Bonne question. Sans Pogacar à Roubaix, est-ce que UAE peut-elle perturber les plans de Visma ou d'Alpecin? Oui, parce qu'il y aura une équipe avec beaucoup de voltigeurs, vraisemblablement, on va dire, ne serait-ce qu'ils vont aligner Wellens, Polit et Florian Vermeersch, qu'on a vu notamment à son avantage récemment. C'est pas des vainqueurs en puissance entre guillemets, mais c'est des coureurs qui peuvent mettre un peu la pagaille, attaquer à tour de rôle et générer la stratégie initiale de contrôle de la course des grosses écuries comme Alpecin. Je dirais oui pour mettre le bazar, mais non pour la victoire. Intéressant. Peut-on voir une surprise à la Mozzato l'an dernier sur le podium du Ronde ou de Paris-Roubaix? Non. Je l'avais oublié tout à l'heure, mais je vais avoir un œil sur Matej Moric et Laurens Pitty, donc j'espère pour un des deux une place sur le podium. Après Mohoric, il a déjà prouvé pas mal de choses, mais ouais, Pitty, c'est un nom à cocher. Peut-être dans le même genre, Lewis Husky, mais bon, c'est peut-être un peu... Là, c'est vraiment la très très grosse cote. On va régler le curseur entre spectacle et sécurité désormais. Aimeriez-vous voir un Paris-Roubaix sous la pluie? Oui, bien sûr, parce que forcément ça rebattrait les cartes en termes de stratégie de course et même d'usure, d'énergie, de volonté pour beaucoup de coureurs. Donc peut-être que ça changerait pas le résultat final.
un habitué du cyclocross comme Van Der Poel restera le favori avec peu importe le climat entre guillemets. Mais quoi qu'il arrive, si on veut un peu plus de spectacle et un scénario différent, peut-être que de ce qu'on a l'habitude de voir, ouais, ça peut être un souhait, même si on souhaite pas, on va pas faire une danse de la pluie, mais quand même. Oui, pour retrouver le grand Florian Vermeersch. Mathis Louvel peut-il entrer dans le top 10 du Tour des Flandres ou de Paris-Roubaix? Non. Alors, ma tête dit non, mais mon cœur dit oui. Ah, c'est peut-être le premier moment où vous commencez à avoir des avis qui divergent. Ma prochaine question, un autre Français le fera-t-il? Mon cœur dit oui, mais on va rester sur la tête. Non. J'aurais dit oui avec Turgis, parce que clairement, c'est le Français qui a un énorme potentiel sur les Flandriennes. Mais j'ai peur de dire non, parce qu'on on n'a pas la porte. Et Zingley est encore trop tendre. Alors Zingley, c'est un coureur qui pourrait être intéressant sur ce type de course dans l'avenir, mais non. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Zingley. Et puis la question qui tue, y aura-t-il encore du suspense au moment d'entrer sur le carrefour de l'arbre? Oui. Oui, alors c'est peut-être plus un souhait mais quoi qu'il arrive, la stratégie mise en place par Van Der Poel l'an dernier au moment de gagner Paris-Roubaix, je suis pas spécialement certain que ce soit totalement la même chose cette année. Je pense que, alors bien sûr, c'est conditionné par la présence ou non de Pogačar, mais on imagine quand même que, comme je disais tout à l'heure, la UAE joue un vrai rôle avec ou sans Pogačar, que la Visma, si elle ne réussit pas à prendre le Tour des Flandres, joue un vrai va-tout sur Roubaix. Donc ça peut donner une course vraiment, vraiment acharnée et pas encore tranchée au moment du carrefour de l'arbre. Je dirais oui avec un grand Pedersen, un Van Aert qui revient au top et une équipe Alpecin de Koenig plus malchanceuse permet d'avoir un beau spectacle dans le carrefour de l'arbre. Ah oui, là tu nous promets du spectacle. Bon bah parfait, en tout cas c'était ma dernière question. On arrive donc au terme de ce numéro qui, on l'espère, vous aidera à appréhender cette campagne des Flandriennes. En tout cas pour nous, on rentre dans une période de la saison qui nous plaît particulièrement chez Dico du Sport. On tentera de vous les faire vivre au mieux. En attendant, on vous souhaite une très belle fin de matinée, de journée ou de soirée. Et puis on vous dit à très bientôt sur Dico du Sport pour un nouveau numéro spécial ardennaise. Salut à tous!